bonsoir à toutes, bonsoir Ida. Bonsoir Cathy, bonsoir à toutes. Moi, je suis ravie d'être là et de partager ce moment avec vous. Moi aussi, moi aussi. C'est nos premières vidéos. On a Oui, décidé un petit peu de développer ce format-là. Pour ma part, j'avais eu le plaisir d'être interviewée par Cathy il y a quelques mois. Et c'est la première fois qu'on fait une présentation ensemble. Donc c'est super, je suis très contente. c'est Voilà. ça. Ça a donné lieu du coup à une envie de travailler ensemble sur ce type de présentation en fait. Donc d'abord, je vais peut-être me présenter parce que je ne connais je connais pas les participantes qui sont là. Donc moi, je me présente. Moi, je suis Cathy Guillaume, je suis psychologue et coach. Alors, comment me présenter? Évidemment, j'ai tendance à me présenter en disant que je suis d'abord psychologue et coach. Et donc, voilà, donc je suis à la fois psychologue depuis plus de 10 ans et du coup coach depuis quelques mois. C'est une nouvelle activité pour moi. Je suis aussi maman de deux petits garçons, donc qui ont 22 mois et 5 ans. Je suis aussi une femme et je suis aussi en couple, donc une amoureuse. Voilà, je suis tout ça à la fois. Et pour ma part, je suis Ida Elichery. Je suis docteur en psychologie du travail et des organisations, également psychologue depuis une quinzaine d'années. J'ai exercé dans des grands groupes sur des fonctions RH de direction et j'ai développé un cabinet qui s'appelle Psy Éco-Développement il y a maintenant 2 ans, en parallèle de mon travail salarié et complètement de manière indépendante depuis 6 mois. Et je suis également coach. Donc pour moi, cette double identité, et on se rejoint avec Cathy là-dessus, est importante. Parce qu'en tant que psy, j'ai le sentiment qu'on travaille avec les personnes qu'on accompagne sur vraiment le fait de connaître, de se connaître en profondeur, de connaître son histoire et donc aussi de se reconnaître au travers cette histoire. Et en tant que coach, eh bien, on est dans quelque chose qui est vers la projection, vers l'action et la mise en œuvre de nos projets. Donc voilà, j'aime beaucoup combiner ces deux approches. Je pratique ce qu'on appelle la psychologie intégrative, c'est-à-dire vraiment d'intégrer l'ensemble des disciplines de la psychologie. Et on partage ça avec Cathy, et donc c'est pour ça qu'on est ensemble ce soir, je pense. Avec en plus le fait que toutes les deux, nous sommes des femmes. Ce que tu as dit là sur ces multifacettes de femmes, bah, je les partage complètement avec toi. J'ai moi-même 4 enfants qui ont 10, 8, 9, pardon, 10, 9 et 5 et 2 ans et demi. Voilà. Donc, cet aspect de révéler toutes ces facettes, c'est une des choses dont on va vous parler ce soir et qui me tient particulièrement à cœur. C'est ça, on a beaucoup de choses en commun, à la fois d'être des femmes, d'être des mamans, des épouses, des professionnels, enfin, on est tout ça à la fois, et aussi parce qu'on accompagne toutes les deux des femmes, alors à des stades différents ou des femmes un peu différentes l'une et l'autre. Mais du coup, c'est extrêmement complémentaire, puisque moi, j'accompagne la femme qui est épuisée, qui veut sortir de l'épuisement ou qui va dans l'épuisement et qui a envie d'être beaucoup plus épanouie, de se révéler et d'être plus équilibrée dans sa vie. Tandis que Ida travaille sur les potentiels et sur les compétences, peut-être, je ne sais pas comment tu les nommes, mais en tous les cas, sur les potentiels des femmes. Est-ce que tu veux nous dire, Cathy, justement, qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressée particulièrement à ce sujet des femmes et de passer de l'épuisement à l'épanouissement? Comment tu es arrivée là dans ton parcours d'accompagnante? J'en suis arrivée là, j'aurais dit à une époque par hasard, aujourd'hui non. En fait, moi je suis psychologue depuis plus de 10 ans. J'ai fait ce métier, là pour le coup, un peu plus par hasard. C'est-à-dire que moi j'ai toujours entendu ma maman me dire aie un métier entre les mains, sois indépendante, etc. J'entendais ce genre de discours de sa part. Et là, l'idée, c'est pas de la culpabiliser ni de culpabiliser personne. Elle fonctionnait comme ça et c'est ainsi. Mais en tous les cas, j'entendais ça. Et c'était important pour moi d'avoir un métier. Et le métier de psychologue, bon, je pense que j'avais un don pour l'écoute et pour l'empathie, pour l'accompagnement. Et du coup, le titre de psychologue était important à mes yeux.
Et puis, voilà, j'ai avancé comme ça petit à petit. J'ai eu mes enfants, plutôt tardivement, moi, pour le coup. Et puis, à l'arrivée de mon deuxième enfant, j'ai fait un burn-out maternel. Il a eu des problèmes de santé et donc j'ai été complètement épuisée en fait, à ce moment-là, pendant plusieurs mois. Et à ce moment-là, s'opérait un changement chez moi où j'avais envie de faire évoluer ma pratique. Je ne savais pas trop comment. J'étais un peu bloquée, j'étais perdue, je ne trouvais plus de sens à ce que je faisais. Voilà, il y avait un tout combiné, quoi. À la fois l'épuisement maternel, à la fois une perte de sens dans mon travail. Tout se combinait et à partir de ce moment-là, j'ai décidé d'étudier cette question du burn-out, justement. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai compris que j'étais en burn-out. Et je me suis demandé, mais quel sens ça a d'avoir vécu cet épuisement-là? Qu'est-ce qui fait que j'en suis arrivée là? Et Qu'est-ce que c'est un burn-out parental? c'est Qu'est-ce que tu vivais à ce je moment-là? vis- En fait, un burn-out parental, ça s'apparente un peu à un burn-out professionnel, sauf que c'est dans la vie d'une mère. Ça peut être un papa aussi, hein. Les papas sont aussi touchés. Chez moi, je ressentais le sentiment de ne pas être à la hauteur avec mes enfants. J'étais extrêmement fatiguée, j'étais à fleur de peau, je me sentais mal dans ma vie de maman en fait. Je me sentais Hmm. pas à ma place, comme si j'avais fait une erreur. Hmm. Et comment, du coup, le déclic s'est produit pour toi? Pour en sortir, oui. Hmm. Ouais, il s'est produit le jour où j'ai accepté de l'aide. Ça paraît assez simple, mais en fait, à partir du moment, j'étais tellement épuisée que du coup, je ne savais pas dans quel état j'étais, moi. Je le vivais, mais au final, je n'avais pas de miroir pour comprendre ce que je vivais. Mhm. Et puis en plus, il y avait des conflits de couple, parce que mon conjoint aussi était très épuisé. Et du coup, on ne se comprenait plus, ça menait à des disputes mais extrêmes, hein. C'est-à-dire qu'on a parlé séparation à ce moment-là, ça a été très loin. Et je croyais vraiment qu'on allait se séparer. Et en fait, à partir du moment où ma mère et ma sœur en fait, ont été un vrai soutien pour moi et m'ont dit on va venir chercher ton petit, on va le prendre quelques jours et vous allez vous reposer. Parce qu'ils avaient bien constaté que j'allais pas bien et qu'on n'allait pas bien, que c'était tendu entre nous. Et en fait, ces jours-là ont été révélateurs. On s'est reposé en fait. Donc j'ai d'abord accepté de l'aide, j'ai Mhm. délégué, voilà, ils sont venus chercher mon petit. On n'avait plus que le grand avec nous. Donc, on a retrouvé du temps pour nous, on a retrouvé du temps à deux et on a retrouvé du temps avec notre grand Mhm. qui sentait qu'il y avait un malaise. Donc ça a été à la fois d'accepter de l'aide et de prendre du temps, donc de Mhm. prendre du recul, voilà, comprendre un petit peu ce qui s'était passé. Et voilà, et les choses se sont décantées en fait par la suite. Et du coup, comment tu as transformé cette expérience pour les femmes que tu accompagnais déjà? Tu devais sans doute déjà avoir des femmes dans ta patientèle. Oui, Comment tu as transformé ça dans ton métier de psychologue et dans ton métier d'accompagnante? j'avais en fait ouvert un cabinet un an avant, je crois un an et demi avant. Donc déjà, il y avait quelque chose qui s'opérait dans un changement de ma part. Et dans ce cabinet-là, je rencontrais déjà des femmes qui étaient dans cette situation-là, qui se Mm. mettaient en colère, qui m'expliquaient, voilà, je me mets en colère contre mon fils. Une fois, je l'ai giflé et j'ai pas compris pourquoi. Enfin, ça me ressemble pas. Ou voilà, je trouve pas de sens à ce que je fais. Je me pose beaucoup de questions. Je suis bloquée. J'ai souvent mal à la tête. Je fais des crises d'angoisse. Voilà, plein de petites choses comme ça. Et du coup, de mon expérience, je me suis dit, mais qu'est-ce que moi je peux faire pour me sentir mieux dans ma vie de maman, mieux dans ma vie de femme, pour retrouver un équilibre en fait. Parce que ce qui était important pour moi, c'est de retrouver un équilibre entre ma vie professionnelle, ma vie de femme, ma vie de maman et ma vie personnelle. Mm. Et tout ça, c'était un peu le bazar en fait, Donc, jusqu'ici. t'as fait le job, en Ouais. fait. Pour T'as moi-même. fait le job pour toi-même. Mm. Qu'est-ce que tu as découvert en faisant ce travail? J'ai découvert qu'en fait, je ne prenais pas assez de temps pour moi, que j'avais tendance à me coller une étiquette de la femme forte. Je devais être forte en toutes circonstances. Je ne devais pas me Mhm. plaindre. Euh, j'ai découvert que j'étais très attachée au regard des autres et que je prenais
j'avais plutôt tendance à prendre soin des autres avant de prendre soin de moi. Et ça, finalement, donc je l'ai repéré chez moi et j'ai repéré que c'était un mécanisme que d'autres femmes faisaient. C'est-à-dire que quand on est épuisé en tant que maman, on peut avoir tendance à se dire mais les autres ne sont pas épuisés. En fait, les autres y arrivent mieux que moi. Ce qui est totalement faux. Effectivement, on peut croire à travers les réseaux sociaux, on peut croire à travers les gens qu'on voit dans des parcs, les femmes qui sont avec leurs enfants et qui ont l'air de rire, que tout va bien. Alors que c'est plus Florence Foresti dans leur tête. Hein. C'est ça. Il est où le tunnel pour pouvoir aller s'acheter des fringues, c'est ça? C'est ça. Donc voilà, ça a été assez frappant de me rendre compte que j'étais pas la seule et qu'il y avait d'autres femmes qui étaient exactement dans la même situation que moi. Sauf que du coup, moi, j'avais appris de mon expérience. J'avais déjà appris des femmes que j'avais rencontrées, des schémas qu'elles se mettaient en tête, en tous les cas, de cette façon de penser. Elles pensaient qu'on ne pouvait pas être autrement que forte, que parfaite. Donc, tu as pu repérer pour toi, grâce à ton métier, des mécanismes assez rapidement. C'est ça. Et mettre aussi en œuvre ce que toi-même tu préconisais jusque-là à tes patientes, en fait. Voilà, c'est ça. Alors, j'imagine, comme ça, j'ai une petite idée que c'est pas si simple. Et non, c'est pas si simple. C'est pas si simple parce que on a des. En fait, il y a des mécanismes qui sont très ancrés en nous. Parce qu'on les a appris depuis qu'on est enfant, d'une part, et parce qu'on est très loyal envers envers ce qu'on a appris. Voilà. Donc, en général, envers ses parents. C'est aligné, ouais. Voilà. Et du coup, ce qui pose problème, c'est qu'il y a des résistances, en fait, à changer. Il y a des résistances à oser faire autrement. Il y a des résistances parce qu'on peut avoir peur que le monde s'effondre un petit peu, comme si on allait mourir, quoi. Vraiment, si je change quoi que ce soit dans mon fonctionnement, c'est le monde qui s'effondre. Qu'est-ce qui va se passer après ? C'est ça. Qu'est-ce qui va se passer après ? Donc, je préfère rester dans ce que je suis. Je préfère rester dans cet épuisement-là. Je préfère faire comme je sais faire habituellement, en fait, plutôt que de changer. C'est pas confortable, mais je connais les conséquences et je connais l'écosystème de ce fonctionnement-là. C'est ça. Donc, j'ai moins de surprises. C'est ça. Même si c'est voilà, le connu est pas du tout agréable, mais au moins il surprend pas. C'est ça. On est en mode survie en fait. On survit dans ce monde-là, mais c'est mieux que quelque chose que je ne connais pas et que je ne maîtrise pas. Du coup, il y a une notion de maîtrise aussi. Donc, au-delà du fait que tu connaissais du coup plein de choses dans ta tête, mais tu n'avais pas forcément été déjà confronté à ça de plein fouet dans ton être, hein, dans tes comportements, dans ton ressenti, dans tes émotions. C'est ça. Donc, tu as pu intellectualiser, j'imagine, assez vite le fait que c'était ça qui était en train de se produire. Oui. Comment tu as réussi à dépasser ça et à le faire vraiment passer en nouveau comportement et en nouvel état d'être? Tu as dû faire le même travail que tes clientes finalement. Donc, oui, c'est ça. Comment tu as fait ça ? Sauf que je l'ai fait en avance sur mes clientes pour le coup, parce que il y a d'autres personnes qui sont passées par là et qui ont fait ce même travail. Hein. Bien sûr. Je prétends pas avoir révolutionné la chose. Mais en tous les cas, moi, ça a pris du temps. Ce qu'il faut accepter, c'est que ça prend du temps. Les transformations ne se font pas en un clin d'œil, en un claquement de doigts. C'est-à-dire que j'ai dû déjà prendre conscience de l'état dans lequel j'étais. J'ai dû accepter du coup que je n'étais pas parfaite et que je pouvais être autre chose ou une autre personne que ce que je voulais être au départ. Et puis, j'ai dû avancer pas à pas vers une nouvelle version de moi-même finalement. Donc, je me suis fait accompagner d'une part pour aller regarder ça, aller regarder de quoi j'avais envie, de quoi j'avais besoin, qu'est-ce que ça venait signifier en fait ces blocages. Quel mécanisme se jouait derrière pour pouvoir un petit peu les envoyer balader. Leur dire merci, vous m'avez servi, mais à un moment donné, ça suffit, quoi. Et alors, où tu en es maintenant dans ce parcours? Parce que ça y est. Oui, ça c'était il y a... mon fils a 22 mois, donc c'était il y a plus de 20 mois. Enfin, non, un peu moins de 20 mois. Donc, ça a changé ta vie professionnelle, en fait. Ça a changé ma vie professionnelle. Ça m'a changé moi et ça a changé ma vie professionnelle. C'est-à-dire que donc,
personnellement, moi, je me sens mieux dans mes baskets, c'est-à-dire que je vois beaucoup plus vite, en fait, dans quel mécanisme j'entre. C'est-à-dire que j'ai encore des mécanismes, des schémas qui sont là, qui sont bien ancrés. Il y a des choses qui ne vont pas partir tout de suite, qui peut-être ne partiront jamais, mais je les vois beaucoup plus vite. Et du coup, dès que je me mets en colère, dès que je sens que je vais être partout à la fois, je le vois très vite et du coup, j'arrête tout de suite ce que je suis en train de faire et je rectifie le tir beaucoup plus rapidement. Donc, je suis beaucoup plus rapide dans l'envie d'être bien, en fait, d'être juste bien. Un radar interne qui s'allume plus rapidement. C'est ça. Donc voilà, ça se connecte beaucoup plus vite à ce niveau-là. Et puis, de l'autre côté, professionnellement, du coup, j'ai posé le choix de faire évoluer mon métier. J'étais très loyale au métier de psychologue pendant très longtemps. Ça m'était très difficile de penser faire autrement, rien que de faire des vidéos, rien que de passer en visio, des choses toutes bêtes comme ça. Je ne m'imaginais pas le faire. Et donc, du coup, d'aller chercher un autre métier comme celui de coach, ça n'était absolument pas envisageable. Et donc, du coup, j'ai accepté l'idée de me montrer différente, d'aller chercher des compétences, en fait, là où j'imaginais pas que je pouvais en avoir. Donc, j'entends que faire ce travail personnel t'a permis de te donner des autorisations aussi dans ta vie professionnelle et à être aussi différente dans ta vie professionnelle et dans ton exercice. C'est ça. Ça implique effectivement de voir qu'on peut être différente et d'aller regarder quelles sont ses qualités. Et alors, d'une fois, à la fois d'aller regarder quelles sont ses qualités et à la fois de penser à soi. D'aller regarder ses qualités, ce n'est pas quelque chose à laquelle on est habitué, nous, en tant que femmes. Hein, on a tendance à se tuer à la tâche et à porter les choses, la charge mentale, hein, un petit peu. C'est Anne Dufourmentel qui a écrit un livre qui s'appelle La femme et le sacrifice. Ouais, c'est ça. On est encore là, même si on progresse, mais... C'est ça, on se sacrifie et on crie sur notre conjoint parce qu'il n'a pas pensé faire les choses correctement. Mais parce qu'on a tendance à se sacrifier, oui, ça c'est indéniable. Je le remarque, je l'entends tous les jours, ça, hein, les femmes qui en font trop, qui n'arrivent pas à déléguer. Donc ça a nécessité d'aller voir quelles étaient mes qualités à moi, quels étaient mes besoins à moi, et du coup de penser à moi, donc de me faire passer avant les autres. D'accord, mais c'est pas un peu égoïste ça finalement comme démarche? Si, c'est très égoïste et c'est un gros mot chez les femmes. Mais pourtant, c'est indispensable. Ouais. C'est seulement un gros mot. Dire pourquoi c'est important cette notion d'égoïsme qui est mal perçue socialement quand on parle d'égoïsme, c'est pas un terme positif. Et pourquoi nous, en tant qu'accompagnants, on réhabilite ce terme? Est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus? Moi, ce que j'ai compris de ce mot égoïste, c'est que dans notre éducation, on a beaucoup appris à faire avant d'être. C'est important. Très souvent, dans nos générations, en tous les cas, on a reçu des éducations peut-être un peu plus rigides, ou en tous les cas où on ne partageait pas des émotions, des je t'aime, des choses comme ça. Et du coup, on a appris à faire, à travailler, à faire, avant de voir et avant d'être, tout simplement, avant de pouvoir être soi. Et du coup, être égoïste, à mon sens, c'est ça, c'est quelque chose qu'on a appris. C'est ce que j'observe et ce que je conseille très fortement, en tout cas ce que j'amène à penser aux femmes, c'est de penser à elles avant de penser aux autres, parce que c'est la fameuse histoire du masque à oxygène. Hein. Si on ne met pas son masque à oxygène d'abord sur soi, on ne pourra pas sauver son enfant dans l'avion. Donc, c'est déjà important de prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres. Si je ne prends pas soin de moi, si je me maltraite, si je me malmène, je ne pourrais pas être en bonne énergie, je ne pourrais pas avoir de l'énergie pour prendre soin des autres, en fait. Donc, c'est ça qui me paraît hyper important. Se donner les moyens d'avoir de l'énergie, se faire plaisir, prendre soin de soi, en fait. Voilà. Et pour pouvoir prendre soin des autres.
J'ai un petit problème technique. C'est pas très très grave. Si on m'entend, c'est voilà. Mais je crois que je vais avoir du mal à faire revenir La vidéo. la vidéo. Donc voilà. Bah, écoutez, hein, c'est pas grave. On apprend en marchant. On fait comme ça. Ok. Tu, tu voudrais nous partager peut-être comment ces femmes que tu accompagnes évoluent? Avec quelle histoire elles viennent quand elles viennent te voir? Salut Sonia. Salut Ida. Juste pour info, on enregistre. Alors si tu veux ne pas être visible, bah, voilà, je t'invite à couper si ça t'est égal d'être visible. Voilà. Voilà, bonsoir Elena aussi qui vient de nous rejoindre. Et comme on l'expliquait, on enregistre. Donc, on enregistre la session. Donc, voilà, si tu ne veux pas être vu, pour l'instant, tu ne te montres pas. Voilà, on en reparlera après la séance. C'est juste pour vous indiquer qu'on enregistre la session. La question, c'était quoi? C'était donc l'histoire de ces femmes quand elles arrivent à ton cabinet. Qu'est-ce qu'elles te disent aujourd'hui? Aujourd'hui, elles arrivent à mon cabinet en me disant ce que j'ai un petit peu dit au début, c'est que je peux avoir toutes sortes de femmes, à la fois des femmes qui viennent avec des problématiques personnelles, des problématiques familiales, des problématiques professionnelles. Alors je peux avoir des femmes qui viennent parce qu'elles sont ou elles ont été en burn-out, où elles ont peur d'y arriver, donc en burn-out parental ou professionnel. Parental, elles le voient moins, professionnel, c'est plus connu. Donc quand on est en burn-out professionnel, en général, on le sait plus facilement. En tout cas, le médecin l'indique beaucoup plus facilement. Donc voilà, je peux avoir ce genre de femme qui est épuisée, fatiguée dans son boulot, qui a perdu confiance en elle, qui se pose 1000 questions sur mais pourquoi j'arrête pas de changer de boulot, c'est comme si j'étais jamais heureuse, c'est comme si j'étais jamais satisfaite, etc. Je peux avoir des femmes aussi qui viennent parce que elles se mettent en colère un peu trop facilement. J'ai eu 2 personnes comme ça qui sont venues me voir en me disant mais j'ai giflé mon enfant et ça me ressemble pas et je m'en veux énormément, je m'en veux terriblement et j'ai peur de recommencer. Je peux avoir des femmes aussi qui me disent, voilà, je suis dans le même style, hein, je suis une vraie cocotte minute. Donc, je peux avoir des émotions je passe du rire aux larmes, etc. Je peux avoir aussi des femmes qui, à l'inverse, me disent mais je suis complètement effacée, je me fais toujours toute petite, je me fais toujours toute discrète et je fais passer les autres avant moi et je sens que c'est pas ce qu'il faut faire, je sens que c'est pas ce que je veux être. Des personnes qui viennent me voir en me disant que je suis stressée tout le temps. C'était pas le cas avant, je comprends pas là, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je suis stressée, est-ce que vous pouvez m'aider à comprendre d'où ça vient et à changer ça. Voilà, donc j'ai un peu tout type de situation en fait, que ce soit familial, personnel, professionnel. Voilà. D'accord. Ok. Voilà. On n'est pas très nombreux, peut-être qu'on peut ouvrir éventuellement les micros si vous voulez poser une question. Dès maintenant. Est-ce qu'il y a des... Je parlais effectivement de mon parcours et pour celles qui n'auront pas vu le début, ce sera rediffusé. Hein. On remettra la vidéo en ligne. Et donc, je parlais des femmes. Moi, je suis passée par un épuisement et je parlais des femmes que je rencontre au quotidien qui peuvent se sentir épuisées, dépassées, bloquées dans leur situation, stressées, qui ont perdu confiance en elles, etc. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on continue sur moi ou est-ce qu'on parle un peu de toi, Ida, pour comprendre un peu Comme tu veux. Alors, une chose que je peux rajouter, c'est que, et après je te passerai la parole, je pense, que les femmes que je rencontre ont une forme de profil, en tous les cas, qu'elles ont des croyances d'une personnalité qu'elles veulent être, le sentiment de vouloir être quelqu'un. Et j'ai envie d'en parler, c'est qu'à la fois ces femmes-là ont tendance à se mettre une étiquette un petit peu sur le front, qu'elles doivent être parfaites, par exemple, elles doivent tout faire parfaitement. Ça pose extrêmement problème de tout faire parfaitement parce que rien n'est parfait. Ça n'existe pas. Un niveau d'exigence qui est important. C'est ça, une exigence avec soi.
Et du coup, quand on est exigeant comme ça, on a du mal à lâcher prise et à lâcher le contrôle en fait sur ce qu'on est en train de faire. Donc voilà ce que j'observe. J'observe des femmes comme ça qui se disent, qui veulent être parfaites, qui n'ont pas forcément conscience, mais qui veulent être parfaites. Des femmes qui ont tendance à faire passer le bonheur des autres avant le leur. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Dans l'idée de vouloir faire plaisir aux autres avant de se faire plaisir à soi-même. Ce que ça pose comme souci, c'est justement de se sentir épuisé et dépassé par ce qui se passe, parce que quand on s'oublie, on s'épuise. Je rencontre aussi des femmes qui, et j'en fais partie pour le coup, qui veulent être fortes. En tout cas, je sais que ça fait partie de moi, de ma personnalité. Et je rencontre énormément de femmes qui croient qu'être forte, c'est important. C'est-à-dire, dans l'idée, en tous les cas, de ne pas dépendre des autres, d'être complètement indépendante, d'être autonome. Et du coup, qui s'oublient parce qu'elles n'essayent pas d'aller voir ce qui se passe chez les autres, puisque je ne dois pas dépendre des autres, surtout, je ne vais pas aller regarder ce qui se passe ou je ne vais pas demander de l'aide. Parce que je dois y arriver toute seule. Il y a d'autres femmes aussi qui se disent je dois faire les choses de manière assez... ça doit être dur, en fait, pour y arriver. Ça doit être dur. Je dois travailler dur, qui ne font pas les choses simplement, en fait. Dans l'idée de... Je suis une bosseuse, je suis une travailleuse, donc je fonce dans le tas et j'y arriverai comme ça. Sauf que du coup, ça provoque aussi ce genre de situation, d'épuisement. Et puis d'autres femmes qui, sont dans un rythme effréné, un peu dans l'idée de tout faire à la fois, hein, comme la femme parfaite, de tout faire dans un rythme complètement hallucinant pour que ça rentre dans les cases. C'est l'exemple typique de la femme qui veut, en pleine période de confinement, veut à la fois travailler, s'occuper de ses enfants, être cuisinière, être ménagère, faire tout à la fois, et que tout soit fait, tout rentre dans la journée, quoi. Ça doit être condensé dans la journée. Donc voilà, j'observe ça dans le genre de profil que je rencontre. Donc, je ne sais pas s'il y en a une de vous qui se reconnaît là-dedans. Personne n'ose échanger. Je ne sais pas si toi, Ida, tu te reconnais dans ce genre de profil. Oui, sur le niveau d'exigence, ce qui m'interpelle, c'est ce que tu dis sur l'autonomie. Il y a une confusion en fait sur cette notion-là, sur l'idée de je dois faire tout par moi-même et être autonome. L'autonomie, c'est pas complètement ça en fait. La responsabilité, la capacité à répondre à ce qui nous arrive, c'est pas la notion d'être seul au monde. Et c'est drôle parce que j'avais une cliente au téléphone en tout début de semaine qui me parlait de son histoire et qui me disait mais si, il faut que j'y arrive toute seule parce que mes parents me disaient que j'y arriverais pas, donc il faut absolument que je prouve. Donc par contre-réaction, et elle a 33 ans là, son histoire l'a amenée à être en réaction par rapport à ça, et donc si, il faut que je montre que je peux y arriver toute seule. Et je lui disais, mais vous savez, plus on a de responsabilités et plus on est entouré en réalité. Je lui dis, regardez un président d'une nation. Il n'y a pas plus entouré qu'un président d'une nation. Il a les plus hautes responsabilités de la nation et il a un conseiller pour chacun des thèmes, voire plusieurs conseillers pour chacun des thèmes, et il consulte à l'extérieur et il a un coach pour la voix, un coach pour passer à la télé, un coach pour écrire son discours, un coach pour réfléchir. Donc vous voyez, en fait c'est tout à fait le contraire, c'est plus on a des responsabilités et plus on a besoin de l'autre dans l'interdépendance. Et donc tu disais ce mot de... c'est comme s'il y avait un fil tiré entre la dépendance totale à l'autre et ne rien pouvoir faire sans l'autre. Et du coup, on contrebalance en allant complètement de l'autre côté du segment et en disant non, moi je suis tout seul, j'y arrive tout seul, j'en ai rien à faire des autres et je vais me débrouiller. Et on est dans une réaction un peu sèche, quoi, comme ça. Alors qu'en réalité, le point d'interdépendance, c'est celui-là qui est pas forcément facile à trouver. Mais c'est de se dire que tout se passe dans la relation à l'autre et dans le besoin que l'on a de l'autre, sans être pour autant
soumis, sans être pour autant soumis à l'autre. Et ça, c'est une nuance qui est pas facile, enfin qui nécessite exploration et travail. Et voilà, donc voilà, ça m'a parlé ce que tu as dit sur ce point. Oui, c'est ça. Mais souvent, ce qui se passe, c'est on a des sortes d'œillères où il faut être comme ça. Donc, il faut être exigeant. Je suis exigeante et c'est comme ça que ça va marcher. Sauf qu'effectivement, à partir du moment où on ouvre un peu ses œillères, on regarde un petit peu autour de soi, on se rend compte, quand on s'inspire un petit peu des autres, et c'est aussi moi ce que j'ai fait comme travail, de m'inspirer des autres, d'aller voir ce qui se passait ailleurs, d'aller observer, d'aller regarder comment les femmes qui réussissent, s'épanouissent, ont l'air de s'épanouir en tous les cas, s'y prennent. Et bah, du coup, oui, elles s'entourent, elles se font aider, elles se font coacher, elles se font accompagner, elles s'inspirent elles-mêmes d'autres personnes. Enfin, voilà. Et à partir du moment où on observe un petit peu ce qui se passe autour de soi, on se rend compte que si les autres y arrivent, oui, il y a peut-être une autre façon de faire, quoi. Et donc, paradoxalement, ces femmes qui ont l'air fortes, qui ont l'air de tout réussir, en réalité sont très entourées et ne sont pas seules. Alors, Madame Coupebeuf, Elena, oui. Qui est Elena, et qui nous dit oui, je me reconnais. Ouais. C'est ça. Ouais. Vous pouvez mettre dans le chat, en effet, si c'est plus aisé pour vous de partager à l'écrit. Oui, n'hésitez pas à partager ce que vous ressentez, ce que vous vivez au quotidien. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Du coup, Ida, toi, on a parlé de moi, mais toi donc, qu'est-ce qui t'a amené à tout ça et qu'est-ce qui t'a parlé? Ce qui m'a parlé, c'est cette question de l'épuisement au féminin et de l'épuisement maternel. Je pense que c'est quand même, pour moi, quelque chose dont on ne prévient pas assez les femmes. Hein. On nous prépare physiquement à l'accouchement, à tout ça, mais il y a aucun suivi psychologique. Parce qu'on a toujours ce problème avec le psychologique. On croit que si on parle de psychologique, c'est qu'on parle de maladie. Il se trouve que nous sommes des humains et que nous avons donc un corps et un esprit. Sinon, voilà, dans la catégorie des animaux, on a un petit peu cette particularité. Donc, c'est l'histoire et toutes les représentations qu'on peut avoir sur ce sujet-là. Mais c'est vrai qu'on ne traite pas la partie psychique, la partie de notre être réflexif, en fait. Et donc, on a des cours, c'est super. Moi, j'ai fait de la balnéo quand j'étais enceinte, j'ai adoré, mais personne m'a dit ce qui allait se passer après, quoi. Hein, voilà. Et c'est vraiment le sketch de Florence Foresti. Hein. Personne ne doit le dire, hein, parce que sinon, on ne se reproduirait pas. Donc, ça doit être vrai. Il doit y avoir quelque chose de ça. Qu'en effet, si on le dit, on n'a pas envie. Alors, heureusement qu'il y a des trucs merveilleux, parce qu'il faut compenser quand même l'exercice de la maternité. Donc oui, ça me parle vraiment. Après, moi, c'est vrai que je ne me suis pas orientée vers ce sujet-là, parce que moi, ma problématique était de dépasser ce que ça veut dire d'être mère et ces périodes de crise avec les enfants, etc. Mais ce n'est pas vraiment ce qui m'intéressait pour en parler dans mon travail. Moi, j'ai toujours été très intéressée par mon job. C'était vraiment très important pour moi de pouvoir l'exercer. Et il se trouve que par ailleurs, j'avais un projet familial avec mon mari dès le départ qui était d'avoir 4 enfants. Voilà. Et donc, moi, la première chose, ça a été de dire, moi, je veux bien ce deal-là, mais je continuerai à bosser. Voilà. Et parmi nous, il y a ma belle-sœur. Je pense que je suis en train de dire des trucs que même elle ne sait pas. Donc, voilà. Je dis OK pour le deal, mais par contre, je fais ce que j'ai à faire au niveau du boulot. Et ça s'est posé assez vite parce que quand j'ai fait mon doctorat, on a voulu avoir notre premier enfant qui s'est avéré être une fille. Et donc, la question s'est posée, quoi. Est-ce que je fais mon doctorat? Est-ce que je fais un enfant? Est-ce que je peux prendre le poste qu'on me propose, qui était déjà un gros poste dans une grande compagnie aérienne française, pour ne pas la citer? Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que j'ai le droit de faire ça vis-à-vis d'un employeur qui me fait confiance, alors que je sais que dans un an, je claquerai un congé maternité? Voilà, donc toutes ces questions-là sont arrivées très, très vite. Heureusement, j'ai un mari formidable.
je ne dis pas parce que ma belle-sœur est là, hein, je dis que mon mari est formidable. Tu l'avais dit aussi dans l'interview, je crois. Bon, c'est bon, tout va bien. Donc, il m'a dit, vas-y, fonce, parce que dans la vie, si on fait les choses, il m'a dit textuellement ça, hein, si on fait les choses les unes après les autres, ben, on n'a pas assez d'une vie pour faire tout ce qu'on a envie de faire. Bon, il se trouve qu'on a quand même beaucoup de projets et qu'on aime bien ça, donc voilà. Donc, j'ai dit, bon, ok, j'étais encouragée en fait. Et donc, je l'ai fait, j'ai dit, bah, de toute façon, voilà. Et donc, bah, ça s'est bien passé en fait. En vrai, ça s'est bien passé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on assume le choix de se dire, ben oui, je fais mon boulot, je fais ma thèse. Donc, j'étais salariée hein, de cette compagnie-là. Je faisais ma thèse et j'ai été enceinte à un moment. Puis, ça a été un enfant, donc l'enfant. Et ben, voilà, à partir du moment où c'est assumé, ça s'organise autour. Je ne dis pas que c'est facile. Il y a eu plein de moments difficiles. Mais voilà, après, ça se gère. Et pour le coup, bah, je me suis fait moi aussi accompagner sur ces sujets-là. Après est venue la question du deuxième enfant, à la fin de ma thèse et au moment d'une transition de compagnie, où là, je suis allée m'occuper des choses qui circulent plutôt au sol. Voilà. Donc, j'ai travaillé 10 ans à la SNCF, hein, dans les fonctions RH de direction. Et j'ai eu mes deux autres. Donc, j'ai eu la deuxième en transition et j'ai eu les deux autres au moment de, enfin voilà, quand j'étais à la SNCF. Mais là aussi, il y a des choix qui se font. C'est-à-dire que, et là aussi, c'est une question d'assumer. C'est-à-dire que je voulais ces postes-là. Donc, pour raconter l'anecdote, quand j'ai eu la deuxième, je terminais mon contrat de recherche avec Air France. Et puis, on m'a appelée. Et je venais d'accoucher, hein, elle avait 10 jours. Bon, bah, ce poste, je le voulais, quoi. Donc, j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, bah, ok, bah, j'y vais, et puis je vais me faire aider. J'ai une belle-mère formidable. On ne sait pas pourquoi tu dis ça. Voilà, non, mais voilà, en fait, c'est pour l'idée, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur le fait d'être entouré, en fait. On a besoin d'être entouré. Et franchement, enfin, voilà, j'ai été dans des situations où j'ai pas du tout été bien, où j'ai trouvé ça hyper dur, où je me suis mis très en colère contre mes enfants. Et d'ailleurs, ça m'a amené à une période plus tard, hein, où vraiment j'ai dû questionner la problématique de la colère, parce que c'était juste pas possible. Mais en tout cas, ce que j'ai pu expérimenter, c'est le fait que si on veut pouvoir concilier sa vie personnelle et professionnelle, c'est possible. Et ça peut nécessiter en effet d'avoir déjà des personnes qui nous épaulent dans ce chemin-là, aussi bien sur des aspects pratiques et logistiques que sur des encouragements, quoi. De dire, bon, bah ok, donc ça nécessite aussi une mise à plat des choses, peut-être avec le mari, le conjoint, pour être sûr qu'on est ok. Quand j'ai fini de me rédiger ma thèse et qu'on avait 2 enfants, bah, c'est sûr qu'il fallait qu'on soit d'accord sur le fait que pendant un moment, je ne serais pas dispo, quoi. Voilà, donc ça nécessite de se mettre d'accord, quoi, d'être sûr qu'on est sur la même longueur d'onde par rapport à ça. Ce qui est rigolo aussi, c'est que ça peut se faire aussi avec les enfants. C'est-à-dire que moi, il y a des périodes où j'ai beaucoup de travail et j'ai remarqué que si j'en parle avec les enfants et que je leur dis, écoutez, voilà, là, ça va être un peu compliqué pendant 2-3 mois, j'ai un tunnel, il faut que je le passe, etc. Et ben, ça se passe mieux que quand je ne le dis pas, que quand j'en parle pas. Et d'ailleurs, quand je finissais de rédiger ma thèse, il y avait un coin du salon qui était inondé de feuilles, de papier, de machin, l'ordi, dans tous les... Et ben, Kéra, qui avait 2 ans et demi, elle regardait l'endroit, elle n'y allait jamais. Elle n'y allait jamais. Donc, à 2 ans et demi, hein, on se dit, les enfants, ils touchent à tout et tout. Bah, franchement, elle n'y allait jamais. Et elle regardait en pointant du doigt et en disant, maman école. Voilà. Donc, bon, après, encore une fois, il y a eu d'autres choses où je savais moins bien gérer la colère, les émotions, la fatigue. Mais cette partie conciliation pro-perso, voilà, c'est plus une zone que je connais. Et donc, j'ai eu envie d'accompagner les femmes parce que j'entendais par ailleurs autour de moi des copines brillantes et qui étaient dans un discours ouais, mais là, je ne peux pas prendre le poste. Par exemple, j'ai des copines médecins, je ne peux pas prendre le poste parce que faudra que enfin, voilà, avec mes enfants, etc. Je lui dis, t'as envie du poste? Bah ouais, c'est quand même génial, ça va me permettre d'accord, ok. Mais donc, comment... Voilà, donc qui était un peu dans un renoncement
Donc voilà, aller regarder comment est-ce qu'on peut être plus dans un choix que dans un renoncement. Et dans le choix, il peut y avoir le choix j'aime bien dire ça, le choix de ne pas choisir. Voilà. Ok. Alors, il y a pas mal de messages qui sont passés entre-temps. Challenge de folie, thèse plus premier enfant, bravo. Très inspirant. S'il fallait attendre de finir un projet pour en entamer un autre, petit pas. Ah bah tu vois, bah, c'est ton frère, hein, ça. Et oui, le renoncement est un non-choix, effectivement. Oui, oui, voilà, c'est ça. Le renoncement est un non-choix. Renoncement, il y a le non dedans. Ouais, c'est tout à fait. C'est ça. Okay. On a quelqu'un qui nous rejoint. Émilie Joly, ouais, qui arrive. Voilà. Ok, donc du coup, qu'est-ce qui t'a fait passer justement de je me mets en colère tout le temps à ce que tu es aujourd'hui? Alors ça rejoint beaucoup ce que tu as dit avec des symptômes différents, mais c'est vrai que ce qui est toujours intéressant et de questionner, c'est quels sont les symptômes en fait. Qu'est-ce qui est un symptôme, c'est vraiment un truc qui s'exprime et qui nous met désagréable. Voilà. Et ça peut être plein de façons différentes. Toi, tu parlais de l'épuisement, de la fatigue, de l'irritabilité, et donc qui peut aller jusqu'à la colère, etc. Donc, quand à un moment donné, ouais, je me suis dit, ben, je peux pas, enfin, ça ressemble pas à ce que j'ai envie d'avoir comme relation, etc. Ben, je me suis tournée vers une personne qui était spécialiste de la gestion de la colère. Voilà. Et j'ai découvert plein de choses, pour le coup, qui n'étaient pas des choses que j'avais apprises en tant que psychologue. Alors moi, à la différence de toi, je ne suis pas psychologue clinicienne, je suis psychologue du travail et des organisations. Donc, mon environnement de la psychologie, c'était plutôt la performance, les compétences, les aptitudes. Donc, il y a toute une partie que je ne connaissais pas. Et puis, toute une partie, quand même, il faut le dire, et tu parlais de loyauté par rapport à la psychologie, toute une partie qui n'est pas acceptée par nos consoeurs et nos confrères psychologues, parce que quand on est psychologue, on est des scientifiques en fait. On est des scientifiques et donc nos accompagnements reposent sur des choses qui doivent être démontrées scientifiquement avec des études, etc. Et c'est vrai qu'il y a tout un pan de la psychologie qui, pour X raisons, ont moins fait l'objet d'études scientifiques. Ce sont les dissidents, par exemple, de Freud, parce que Freud était je fais un petit cours mini là, mais voilà, Freud était un scientifique, c'était un neurologue. Hein. Il a commencé par travailler sur les neurones des anguilles. Hein. Il y a tout un tas de publications de Freud sur les neurones des anguilles, donc je vous laisse découvrir cette merveilleuse littérature. Mais sa démarche, quand il a développé la psychanalyse, était une démarche scientifique à l'écoute de ses patientes, parce que c'était quand même plutôt des patientes, et pour autant les psychanalystes étaient des psychanalystes masculins, voilà, comme par hasard. Mais en tout cas, sa démarche, c'était de dire, j'entends de manière récurrente toujours la même chose dans mon cabinet, donc à force d'entendre toujours la même chose, ça fait une vérité scientifique, quoi. C'est reproductible, en fait. Et donc, la démarche freudienne est une démarche scientifique. Et puis, il a eu quelques dissidents, les Jungiens, donc Jung, et ensuite toutes ces personnes-là qui ont développé la psychanalyse, mais sans avoir forcément cette rigueur-là, enfin, en tout cas différemment. Et donc, il faut savoir que nous, à la fac, enfin, en tout cas, moi, dans ma fac, c'est des choses qu'on n'apprenait pas. Donc, en faisant cette démarche d'accompagnement, j'ai découvert tout un pan de la psychologie que je ne connaissais pas et qui, pour le coup, je ne sais pas si c'est scientifique ou pas scientifique ou je ne sais pas quoi, dans les faits, ça a marché. Voilà. Alors, ça n'a pas marché dans l'absolu. Je ne vous dis pas que je me mets jamais en colère, je suis devenue un espèce d'être de lumière qui… non, alors là, en plus, il y a Sonia, donc je ne peux pas mentir. Mais… En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a des trucs que je ne comprenais absolument pas avant d'avoir été accompagnée de cette manière-là et que j'ai compris après. Et que du coup, comme on a dit tout à l'heure, ce radar, je le vois maintenant. Voilà, je le vois, je peux le repérer, etc. Donc, ça a été beaucoup de travailler sur
de revenir sur mes blessures du passé, mes blessures d'enfance, comment elles s'exprimaient dans ma réalité quotidienne, aussi bien au niveau perso que pro, parce que ça, c'est Freud qui... on ne laisse pas son psychisme à la porte du bureau quand on arrive devant le bâtiment. Donc, ce qui se joue dans nos relations personnelles se joue d'une autre manière, parce qu'il y a des codes sociaux qui sont différents, mais se joue aussi au travail. Donc, j'ai beaucoup mieux compris ce qui se passait, les zones de frottement, ma manière d'être et de m'exprimer, d'où ça venait. Et de ce point de vue-là, du coup, j'ai pu pas à pas, et c'est toujours ça, c'est un chemin après qui dure sans doute toute la vie avec différentes étapes, et bien mieux comprendre ce qui se passait et échanger vraiment voilà, certains pans de ma vie, jusqu'à prendre des décisions pour le coup radicales, comme par exemple changer de milieu professionnel. C'est pas une décision anodine. Voilà. Donc, prendre ces décisions-là, ça nécessite sans doute de faire ce travail intérieur aussi. Ouais, c'est ça. Il y a Elena qui me dit, moi j'ai gagné au loto quand j'ai fait la séance de coaching avec Cathy et j'ai compris ce qui me fâchait dans la relation avec mon mari et ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Ouais. Effectivement, je me souviens de cette séance où oui, l'idée c'était d'aller comprendre ce qui se passait, quoi. Dans un premier temps. Donc, toi, c'est tout le travail que tu as fait sur toi pour pouvoir avancer. Oui, tout le travail que j'ai fait sur moi. Et puis, du coup, l'envie. Alors, au départ, l'envie de me former au coaching pour accompagner les managers. C'était pas du tout je voulais accompagner les femmes. C'est apparu comme ça. Je me suis dit, tiens, un jour, à un moment, j'aurais envie quand même de dire aux femmes que c'est possible, etc. Et puis comment faire. Le comment faire, je l'avais un peu touché du doigt, mais je ne l'avais pas complètement. Il se trouve que j'ai été formée au coaching grâce à mon activité professionnelle. Et ça m'a donné du coup beaucoup plus de clés pour accompagner les femmes et ce que je fais maintenant. Voilà. Donc et ça, c'est vraiment une grande satisfaction parce que moi, il y a une valeur qui est forte pour moi, c'est la valeur de la liberté. Je pense qu'on est libre si on est responsable, vraiment au sens premier du terme, c'est-à-dire en capacité de répondre. Responsable, c'est ça, c'est habilité, l'habilité à répondre. Et donc, cette responsabilité, ça s'apprend en fait, ça nécessite d'aller chercher des ressources, des forces que parfois on ne connaît même pas. On ne sait même pas qu'on les a et on les découvre dans sa poche et on dit ah bon, mais je ne savais pas moi que j'avais ça et que je savais faire ça et que mon éventail de possibilités, de comportements, tu parlais des étiquettes tout à l'heure, voilà, je me suis collée et on fait ça aux enfants, on leur dit mais toi tu es timide. Ben non. Et ça reste à vie, effectivement. Voilà, je peux avoir un comportement timide dans certaines conditions, dans certaines situations, avec certaines personnes pour X raisons. Ça ne fait pas de moi quelqu'un de timide. Voilà, donc c'est vrai qu'on se rendre compte de la portée des mots qu'on a pu nous coller dessus et savoir que oui, on peut être timide, mais on peut aussi ne pas être timide en fait. On peut aussi être tout à fait différent. Donc je trouve que faire accompagner ce travail-là de découverte et de prise de conscience, c'est Sonia qui dit prise de conscience, c'est extrêmement puissant et parfois extrêmement rapide aussi. Moi, j'accompagne, alors j'ai un programme d'accompagnement très complet avec, comme je disais, en psychologie intégrative, donc avec plein de choses du collectif, de l'individuel, etc. Mais un moment un peu cerise sur le gâteau, on va dire, où on part en séminaire pendant 3 jours en cocon. Et là, en 3 jours, il se passe des choses. On a pris. Je vous rappellerai vraiment, j'ai une image d'une personne, par exemple, qui était arrivée à l'aéroport, n'était pas contente parce que l'avion, il avait été en retard, et puis les valises, et puis ceci. Bon, voilà, c'est vrai que nous, on ne comprenait pas. Ça faisait 1 heure qu'on les attendait, et puis voilà. Donc, il y avait une histoire de valises. Bon, ok. Donc, voilà, pas désagréable, mais pas la joie absolue d'être arrivé, quoi. Je me suis dit, waouh, mince, comment on va s'y prendre là? Bonjour, alors on arrive à la maison, un petit gâteau, un petit jus, ça va aller, votre chambre et tout, bon d'accord.
Et Et toi, puis, ton envie, c'était de la décontracter, de faire en sorte qu'elle soit, bah soit oui, bien. alors pas trop, parce que chacun, je pense là aussi, est responsable de son état d'être, hein, et l'idée, c'est aussi d'apprendre à s'autogérer là-dedans. Donc, j'aurais pas complètement rendu service si j'avais été trop, voilà. Mais bon, on a quand même essayé de faire en sorte que l'arrivée soit quand même agréable. Bon, et puis 2 jours après. Ah oui, et puis elle avait repéré une nana avec qui elle s'était dit, oh là là, celle-là, on va pas s'entendre, elle est un peu farfelue, un peu bizarre, machin. Donc des jugements tout de suite, quoi. Ouais, des présupposés, en fait. Voilà. L'histoire fait qu'elles étaient dans la même chambre. Hasard des situations, mais comme on le sait, le hasard n'existe pas. Et 2 jours après, eh ben, écoutez, ces deux dames-là, elles étaient dans la piscine. L'une était chanteuse, donc en train de lui chanter dans les pieds des chants un peu voilà, qui transportent, on va dire, parce qu'elle avait vraiment une voix incroyable. Donc avec l'eau, ça faisait résonance et tout. Et l'autre qui faisait la planche et et qui, et qui, voilà, qui était là en train de vraiment voilà, prendre son pied, c'est le cas de le dire. Voilà. C'est magique ce qui se passe dans tes séminaires, là. D'entendre ces chants et voilà. Et ben, ce qui est magique, alors c'était de voir ça, mais c'était surtout de voir la transformation en fait de cette personne et l'ouverture que ça lui avait apporté partant de oh là là, ma valise elle est pas là et cette nana elle est bizarre et gna 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 et puis voilà, ça s'était complètement ouvert et elle est repartie voilà, détendue et 6 mois après on refait des points un petit peu régulièrement. Elle dit mais vraiment voilà, j'ai mon radar qui est allumé en fait. Ça y est, j'ai un radar qui est allumé. Mm. C'est ça. Donc, toi, tu accompagnes les gens sur un programme individuel et du coup collectif, c'est ce que je comprends. Oui, ouais, tout à fait. Ok. Alors, d'une part, quel genre de femmes toi tu reçois? Quel est leur, avec quoi elles arrivent en fait Mm. et avec quoi elles repartent? Alors elles arrivent souvent avec une frustration de pas réussir à faire tout ce qu'elles auraient envie de faire. Elles ont souvent plein de projets. Alors soit c'est une frustration, soit c'est une confusion. J'ai plein d'idées, mais je sais plus par quel bout prendre, ça s'arrête jamais dans mon cerveau. Bon, voilà, ce qui est quand même une caractéristique moi je parle souvent des femmes au multipotentiel, c'est quand même une caractéristique commune de ces femmes-là. Donc il y a ce désir profond hein, de réalisation de soi quand même qui est présent, beaucoup d'émotions, beaucoup de gestion d'émotions aussi. C'est des femmes qui sont très sensibles à ce qu'elles peuvent voir, à ce qu'elles peuvent entendre, à ce qu'elles peuvent ressentir même physiquement, etc. Donc voilà, donc au niveau du cerveau, hein, c'est un peu beaucoup, quoi. Ça C'est un peu bouillonne. beaucoup. Donc c'est beaucoup, est-ce qu'on peut m'aider à avoir plus de clarté sur ce que j'ai envie de faire et comment j'ai envie de le faire, à faire le tri aussi éventuellement. Comment je peux faire tout ça là, il faut que je le fasse parce que si je le fais pas, voilà, il y a une espèce d'urgence, hein. Il y a une espèce d'urgence à faire. Et puis oui, de pouvoir gérer aussi l'émotionnel dans la relation, parce que ça peut se refléter dans la relation, mais même pour elles, quoi. Quand elles sont un peu trop envahies par ces pensées-là, c'est un peu difficile à gérer. Ouais, c'est ça. Voilà. Ok. Donc c'est beaucoup ça. Ok, donc elles arrivent avec ça. Ok. Ouais, et beaucoup la croyance que au fond je viens vous voir, mais franchement, de toute façon, bah, c'est la vie, quoi. C'est comme ça. Ouais, c'est Donc ça. il y a quand même une espèce de bon, c'est rigolo parce qu'elles viennent, donc c'est quand même qu'elles doivent. mais bah, par définition, hein, le radar n'est pas encore allumé, donc oui, fatalisme, Sonia, c'est ça. Et de toute façon, je trouve pas l'issue de sortie, donc bon, c'est qu'il ne doit pas y en exister. En fait, c'est ça. Il y a un biais du coup d'analyse, de se dire comme je trouve pas la sortie, c'est qu'elle ne doit pas exister. C'est ça. Soit elle ne doit pas exister. Ce que je rencontre aussi, c'est pas moi qui ai la clé. La clé, elle est à l'extérieur. C'est quelqu'un d'autre qui l'a, donc il faut que j'aille la chercher. Et des fois, Oui, il y a ça pour aussi ça, beaucoup, pour ça ouais, qu'elle vienne tout à chercher. fait. Et de toute façon, oui, c'est l'autre qui l'a, ou de toute façon, c'est Voilà. parce que il y a l'environnement, il y a le gouvernement, il y a le machin, il y a mon boss, il y a mes enfants qui sont pas comme je voudrais, il y a mon mari qui est pas comme si, voilà, oui.
Bah oui, oui, mais c'est normal, hein. Enfin, c'est complètement. Et comment tu les amènes justement à se responsabiliser là-dedans, du coup? Bah, déjà, la première étape, c'est sans doute cette prise de conscience-là qu'on est beaucoup, et ça marche aussi une fois qu'on a le radar, hein. C'est-à-dire que des fois, il faut se rappeler qu'il faut rallumer le radar. Mm. Mais c'est cette espèce de projection sur l'extérieur. Quand on prend conscience qu'on est en projection sur l'extérieur et que du coup on perd du pouvoir parce que par définition on ne peut pas beaucoup agir sur les autres, quoi. C'est assez, c'est une idée, c'est compliqué quand même de vouloir changer les autres. Oui. Ou de vouloir changer des choses qui sont à un niveau sur lequel on a très peu de marge de manœuvre. Donc de revenir à soi, de faire tout ce travail de responsabilisation, justement, je reviens à moi, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau, quel est le besoin que j'ai oublié, là, que j'ai pas comblé et que du coup je repousse sur l'autre, hein. Voilà, et d'apprendre à faire cette gymnastique-là, et je dis vraiment gymnastique à dessein, parce que pour le coup, on parle aussi, alors là, plus neurosciences, hein, mais ça se passe au niveau quand même cérébral, tout ça. C'est notre cerveau, hein, qui fonctionne, et il fonctionne comme un muscle. Donc, si on veut se mettre à réfléchir de cette manière-là, ça nécessite d'être entretenu de la même manière que si on veut avoir des abdos, bah, il faut faire les abdos. Voilà. Ça se Donc, répète, ça se répète de nombreuses fois. Il faut que ça se démontre, comme si on devait démontrer quelque chose au cerveau. voilà. Pourquoi ça marche Donc pas. c'est pour ça que toutes ces techniques d'accompagnement dont on parle aujourd'hui beaucoup plus, la méditation, l'auto-questionnement, le fait de faire les 3 gratitudes par jour, voilà, c'est des choses qui commencent à circuler, tant mieux, parce que malheureusement on n'apprend pas ça à l'école, ça viendra peut-être, mais voilà. Mais parce que réellement, en fait, c'est ça, c'est des exercices quotidiens, des retours à soi quotidiens qui sont nécessaires. Et retourner à soi, on en parlait tout à l'heure de l'égoïsme. T'en penses quoi, toi, justement? Bah, exactement ce que tu as dit, c'est-à-dire que l'égoïsme, c'est la possibilité en fait d'être à l'autre pour moi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on peut être à soi, où on a pu s'oxygéner, comme tu disais, Sonia, on sait une partie là-dessus. Oui, dans l'avion, pourquoi est-ce qu'on oxygène d'abord, on s'oxygène d'abord avant d'oxygéner les enfants? C'est parce que si en effet, moi je suis en perte d'oxygène, je ne vais pas arriver à faire grand-chose, quoi. Voilà. Je ne peux pas sauver quelqu'un de la noyade si je suis moi-même en train de couler. Donc, c'est pour ça aussi que c'est important qu'il y ait beaucoup de gens qui aillent bien dans l'humanité. Et que j'ai beaucoup entendu dans le confinement, j'anime des groupes de co-développement pendant la semaine. J'ai entendu des femmes dire je culpabilise un peu parce que j'aime bien le confinement, voilà, je trouve ça chouette, je suis bien chez moi, voilà, ça me permet de me poser, d'être avec mes enfants davantage, et je culpabilise un peu d'être bien. Et non, enfin, en fait, on a vraiment besoin de gens qui aillent bien parce que c'est avec les gens qui vont bien qu'on peut aller vers eux, en fait, qu'on peut suivre ce chemin-là. Si ces gens qui vont bien, ils tombent dans le trou avec nous et qu'on est tous dans le trou, ça va être compliqué, quoi. Surtout si personne a pensé à prendre une corde, des maillets pour remonter, etc., quoi. Donc, c'est très important que les gens y aillent bien. Et pour ça, bah, oui, il faut des moments, il faut penser à soi. Il faut prendre soin de soi. C'est ça, c'est hyper important d'aller bien, d'autant que quand on parle de cette période de confinement, je trouve que c'est une période hyper challengeante, mais hyper intéressante quant à l'après. Qu'est-ce qui va se passer après? Finalement, il y a peut-être plus de gens qui iront bien parce que justement, on aura pris le temps. On aura pris le temps de se poser. Tout l'enjeu là, c'est d'apprendre à se poser et à prendre le temps en cette période-là, quoi. Ça me parle beaucoup. Ouais, ce que tu dis, Elena, c'est juste, et peut-être que c'est plus facile, justement, au niveau sociétal, de parler d'amour de soi. C'est un peu poil à gratter de dire, mais si, il faut être égoïste, parce que, en effet, comme d'un point de vue social, c'est pas très bien vu d'être égoïste.
c'est un peu poil à gratter du coup de dire bah si, il faut l'être. Mais peut-être que l'amour de soi et expliquer à quel point c'est important, oui, c'est quelque chose qui est plus facile à diffuser comme idée et pas si simple à faire. Voilà, l'amour de soi, si on se regarde bien, c'est quand même pas si simple. Non, c'est pas si simple. C'est les femmes qu'on rencontre hein, qui ne voient pas leur potentiel chez toi, qui ne voient pas leur qualité chez moi, hein, de quoi elles ont besoin. Donc oui, indispensable d'aller regarder ce qu'on est capable de faire. Et c'est pour ça que je suis en coaching, voilà, exactement. Exactement. L'accompagnement, il est hyper efficace pour ça. Hein. On se fait accompagner, on voit mieux, en fait, ça fait effet miroir. On voit en miroir ce qui se joue chez nous. Ok. Je réfléchis à d'autres questions. Là, est-ce que déjà vous avez des questions? Est-ce que vous avez d'autres remarques par rapport à tout ce qu'on vient de dire? N'hésitez pas à partager en tous les cas. Ok. Là, je sais plus quoi poser comme question en fait. Je crois qu'on a dit pas mal de choses. On avait, oui, je crois qu'on avait à peu près décidé de parler de ça. C'est ça. C'est ça. Du coup, c'est vrai que je crois que l'essentiel là-dedans, c'est, à mon sens, à moi en tous les cas, je ne sais pas pour toi, tu partageras aussi ce qu'il est important de faire, c'est de prendre conscience de l'état dans lequel on est, de prendre conscience de ses fonctionnements, pour pouvoir amorcer un changement derrière, d'y aller pas à pas en fait, d'y aller petit à petit, d'amorcer ce changement petit à petit, en apprenant vraiment à se connaître, quoi. Ouais. Et ensuite pour pouvoir passer à l'action, parce que je le disais tout à l'heure, hein, on aurait tendance à faire avant d'être. Donc, tout l'objet aujourd'hui, c'est d'être avant de faire. Que ça puisse se combiner, quoi. Ouais. Je te rejoins complètement sur ces étapes-là. Je dis souvent, il y a 3 clés, mais ce que tu dis là, c'est qu'est-ce que je veux, ce retour à soi, qu'est-ce que je veux, comment je me comporte par rapport à ça, comment cette histoire de responsabilité, comment je l'exprime. Et en effet, le passage à l'action, et je trouve que c'est sans doute ça qui... si on doit faire une différence, un psychologue, coach, etc., la combinaison des deux, à mon sens, aide vraiment à faire le lien et surtout à aller vers l'action. Voilà, le fait d'être coach, pour moi en tout cas, je trouve que ça permet d'amener les personnes à transformer en acte, quoi. Et ça, c'est... Parce que souvent, on dit, bon, j'ai compris, j'ai fait 50 thérapies, voilà. Je comprends, j'ai compris, j'ai raconté mon histoire 1 fois, 2 fois, 3 fois, bon voilà. Je comprends, mais j'arrive pas à faire autrement. La mise en action, elle est importante et du coup, ça veut dire que on va faire, ça va pas marcher, on va recommencer, ok, on va ajuster et qu'il faut accepter aussi le fait que ça fasse partie du chemin, quoi, enfin de l'exercice. Oui, je crois que une des clés, en tous les cas, c'est d'abord de décider et de véritablement décider. Ça ne veut pas dire que ce que vous allez faire, ça va marcher du premier coup, ou ça va marcher entièrement. Mais si vous ne décidez pas, les choses ne changeront pas, en fait. C'est vraiment cette notion-là, à mon avis. De pouvoir décider pour pouvoir avancer. Voilà, qu'est-ce que nous dit Elena? C'est justement en me mettant en action que je suis en train de me redécouvrir telle que je suis. Exactement, je te vois te transformer petit à petit, Elena. Tout à fait. Super. Bravo. Bravo. Formidable. Super. Cathy, si on veut te contacter, comment ça se passe? Comment ça se passe? Alors moi, j'ai déjà j'ai un profil Facebook si vous voulez aller voir un petit peu qu'est-ce que je poste, des petites choses, des petites inspirations. Et comment je travaille? Je travaille en cabinet et en visio.
Donc, je propose des consultations, des séances tout simplement. Désormais, je suis encore attachée à la psy. Je propose des séances individuelles au cabinet en visio. Je propose aussi des programmes de coaching en fait en 6 séances. Et je propose un accompagnement en illimité sur 3 mois. Donc ça, c'est la partie que moi je fais en individuel. D'accord. Parallèlement à ça, donc Elena connaît parce qu'elle en fait partie. Je fais partie d'un programme de mastermind. On est 4 coachs à proposer nos services à un mastermind à 4 personnes en fait, 4 personnes qui viennent se faire coacher en groupe. Voilà, ça permet de faire de miroir, d'apprendre à se connaître. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai connu Elena. Voilà, je propose aussi donc ce mastermind-là. Et donc, toutes ces informations-là, vous pouvez les trouver sur mon profil et sur ma page pro. J'ai aussi un groupe que je viens d'ouvrir qui s'appelle « De femmes épuisées à femmes épanouies, reprends les rênes de ta vie ». Super, excellent. Et on mettra sous la vidéo ou en commentaire. Voilà. Et tu as une chaîne YouTube aussi où on peut voir pas mal d'interviews que tu as fait ces derniers temps de femmes inspirantes. C'est ça. Ça a fait partie de ma transformation à moi, d'aller rencontrer des femmes inspirantes et donc de les interviewer pour vraiment comprendre comment elles fonctionnaient. Ouais. Et du coup, j'ai réalisé plus d'une vingtaine d'interviews, dont la tienne, Ida, qui en fait partie de ma liste. Merci beaucoup pour ça. Et je continue. Donc, il y a encore des femmes que j'interroge et qui vont apparaître sur ma page. Super. Et toi, Ida, on peut te trouver où ? Donc, sur Facebook également, donc j'ai un profil et j'ai un groupe qui s'appelle Femmes-S. Et pour l'exercice, j'exerce sur Paris où j'ai un cabinet où je suis une fois par semaine pour faire surtout du bilan pour les hauts potentiels. Si on se pose la question en fait, de savoir un peu comment on fonctionne, là, je remets ma casquette de psy et je propose de passer les tests qui permettent de détecter les hauts potentiels. Et je mets en même temps ma casquette de coach parce que l'idée, c'est vraiment d'accompagner ce bilan par tout ce que ça implique, en fait, à la fois dans la préparation du bilan et aussi dans l'après-bilan en fonction du résultat. Voilà. Et puis, parallèlement à ça, j'ai un programme, le programme Femmes-S toujours. Et donc, c'est ce que je disais là, c'est un programme complet sur 1 an où il y a de l'individuel, du collectif, séminaire et puis des ateliers. Voilà, donc on se suit et l'idée, c'est vraiment aussi de construire une communauté de femmes qui puissent rester en contact au-delà de leur accompagnement et de manière à être vraiment proche de femmes qui s'inspirent mutuellement, qui se tirent vers le haut, qui vont bien et qui peut-être emmènent aussi avec elles du coup plein d'autres personnes en étant modélisantes en fait. Voilà, ça c'est pour moi vraiment très important. Ok, chouette. Voilà. J'ai oublié de préciser que mon cabinet, il était du coup près de Nantes, parce que moi je suis plutôt basée près de Nantes. Voilà. Et que je suis aussi en train d'écrire un livre sur le sujet du burn-out parental et du burn-out professionnel. Donc, super. Je vous en dirai plus quand il sortira. Excellent, excellent. Oui, on a besoin. C'est clair je pense vraiment qu'on a besoin de préparer les femmes à ce qu'est la maternité, quoi, que justement on arrête cette omerta sur la maternité et que c'est comme la vie, voilà, c'est merveilleux et difficile et que c'est ok, quoi. Les deux sont ok. C'est ça, c'est pas parce que c'est fatigant que c'est et la qu'on fin puisse du en monde. parler, quoi, qu'on puisse en parler, qu'on soit pas vu comme. Moi, j'ai une carte. On avait fondé un club, le club des mauvaises mères, avec une de mes autres collègues et consoeurs psychologues il y a 10 ans. Bon, on n'était que 3 dans le club, mais je trouve ça bizarre parce qu'à mon avis, on doit être plus nombreuses. Mais Et surtout en ces temps de confinement, hein, avec mon conjoint, on en rigole beaucoup parce qu'on a des pensées comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire de nos enfants quand ils nous agacent de trop? Voilà, mais on a le droit de le dire. Voilà, il y a l'amour pour ses enfants et puis tout ça, c'est compliqué. Enfin voilà, c'est pas. C'est ça. Voilà. Et on a le droit d'en parler. C'est ça. Et on a le droit aussi d'être une femme avec plein de potentiel. On a le droit de les développer et de se sentir bien dans ses baskets, quoi. Ça, c'est hyper important.
Est-ce que vous voulez nous mettre peut-être un petit mot de la fin sur, déjà, merci beaucoup pour tous les partages. Il y a Sonia qui met, il faut plus de présence de ce genre de coaching pour les femmes qui veulent se développer. Écoute, voilà, merci, hein, merci. Et c'est vrai que c'est ce à quoi on croit. Donc, n'hésitez pas à parler de nous aussi autour de vous. Et puis Elena qui dit, oui, tu as raison, Soso. Si seulement ça existait quand j'ai eu mon premier enfant. On fait la pub sur le côté heureux de la maternité, les mauvais aussi, et voilà, que ça existe, quoi. Qu'on soit pas dans le... Il n'y a pas d'avoir de rejet par rapport à ça, et simplement de l'accepter et de faire ce qui... C'est ça, ça ne fait pas de nous des mauvaises mères, quoi. Ouais. Ouais, la proposition, c'est peut-être de mettre ce qu'on fait en coaching, d'ailleurs, souvent, à la fin d'une séance, c'est avec quoi vous repartez, mais en un mot, vous voyez, une idée, une inspiration, une réflexion que vous pouvez avoir, un questionnement peut-être aussi, hein, peut-être que ça a frotté aussi à un endroit. Voilà, avec quoi vous repartez de cet échange? On va vous laisser mettre ça. Le droit des femmes à être heureuses, peut-être, hein, c'est ça, Elena? Super. Le droit des femmes à être heureuses. Ça peut être un mot, hein, simple. Oui, c'est un mot, une phrase, une émotion aussi. Avec quoi vous repartez? Comment vous vous sentez en fait en fin de séance? Responsabilité et indépendance avec aide d'être autorisée, aide et autorisée, ouais. Ouais. Merci Juliane. Merci. Inspiration, ne pas avoir honte de se faire aider. Ouais. Tout à fait ça. Oui. Pensez à Macron en ce moment. Je pense que s'il était tout seul, ça doit être déjà. Enfin, je suis pas en train de. J'ai pas d'idéologie politique par rapport à ça, mais je dis juste que voilà, plus on porte de responsabilités, on peut pas être seul. On peut pas. C'est pas possible. Non, on ne vit pas seul, hein, ça c'est sûr. Femmes fortes. Les femmes fortes sont accompagnées. Être forte, c'est être accompagnée. Regardez, si on prend un autre exemple, les sportifs olympiques. Vous avez aucun sportif olympique, aucun sprinter qui n'a pas son coach dans le public, quoi. Hein, voilà, c'est ça, mais allez lire, si vous aimez lire, allez lire des biographies de femmes qui ont réussi et vous allez voir qu'elles n'ont pas réussi toutes seules. Il y a le très beau livre de Michelle Obama, Devenir, où elle retrace son enfance, les personnes qu'elle a rencontrées et qui vraiment ont été ce qu'on appelle des tuteurs aussi de résilience, c'est-à-dire ceux qui aident à dépasser la situation dans laquelle on est. Donc, elle avait une famille très aimante, etc. Mais elle raconte à un moment le lien qu'elle avait avec sa professeure de piano. Et j'ai relu ça l'autre jour parce que c'est une partie que j'avais écrantée dans le bouquin et puis je relisais, je l'ai retrouvée vite fait. Et elle jouait sur un piano pas très beau chez cette dame dans la banlieue là où ils étaient, de Boston. Et donc, c'était un piano droit avec les touches un peu abîmées et on pouvait repérer facilement le premier do parce qu'il y avait il avait tellement été joué par tous les enfants du quartier que c'était un do qui était abîmé. Donc, elle savait que c'était là qu'il fallait qu'elle démarre. Et puis, elle fait son premier concert à l'école, piano à queue, et toutes les touches lisses, hyper bien propres, etc. Et du coup, elle ne savait plus où elle était sur le piano, quoi. Elle ne savait plus. Elle regarde sa prof, elle est là, elle se sent hyper mal et tout ça. Elle regarde sa prof, et la prof, qui pourtant était sévère, hein, parce qu'elle l'a décrit vraiment dans les pages précédentes comme étant une femme un peu sèche, la prof se lève, vient derrière elle et pose sa main sur elle et la place au bon endroit sur le piano. Et sans rien lui dire, et elle repart. Et Michel, commence à jouer son morceau et fait son petit récital devant les parents d'élèves et tout. Ça c'est un merveilleux exemple de tutorat et et de ce dont on peut avoir besoin pour se révéler en fait. C'est ça. On croit que seulement les stars ont droit d'avoir les personnes qui les aident, ouais. Elle n'était pas star à l'époque en effet. Non, et Céline Dion, elle n'était pas star. Hein. Tout le monde a besoin de son René.
Mais voilà, effectivement, on peut croire effectivement que c'est parce qu'elles sont des stars qu'elles ont de la chance. Voilà. Mais pour avoir lu quelques livres et des articles, hein, il n'y a pas qu'une question de chance. Il y a vraiment une volonté, une décision, et puis euh, d'avoir osé demander de l'aide, osé accepter de l'aide aussi, oser s'inspirer des autres, question d'oser. Bon, je crois que vous avez toutes mis Un petit une petite, commentaire. un commentaire, une inspiration. Merci beaucoup pour ces partages. J'espère que ça vous a plu. Le René ou son Riyad. Merci. Donc Riyad est mon mari, hein. Exactement. Merci en tous les cas vraiment à toutes d'avoir participé, d'avoir voilà, osé nous dire un petit peu ce que vous ressentiez, ce que vous viviez. Voilà. Moi, j'ai hâte de recommencer cette expérience, peut-être sur un autre thème, ou Ouais, peut-être le même, hein, on va savoir. avec plaisir, ouais. Ouais. Mais en tous les cas, de recommencer ça un jour ou l'autre. Cette vidéo, du coup, passera sur Facebook et sur nos chaînes YouTube très certainement. On va travailler là-dessus. Merci pour vos mots et à bientôt.